Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, élu journaliste Eurosport de l'année par moi-même. Il est le Robert Lewandowski de l'analyse, toujours juste, toujours précis, toujours cadré. Champion d'Europe de la mauvaise foi. Il est aussi le Manuel Neuer de l'escroquerie, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Comment ça va, Maxime Dupuis? Bah écoute, plutôt bien. En fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est sympa ou pas sympa, tu vois. Oh, c'est Je me sympa dis, quand il y même. a Neuer, il y a l'escroquerie entre les deux, mais bon, je vais le prendre comme un compliment. En plus, il y a le Bayern de Munich, le lien allemand, voilà, ça me plaît beaucoup. Ah bah oui, c'est tout à fait toi Je- ça, Maxime. Mais de ouais, toute c'est façon, tout. personne n'est tout blanc et personne n'est... Voilà, hein, toi, Maxime, Ah, t'es... il y a que des zones grises à part cette émission aujourd'hui qui me paraît quand même bien sombre, Oui, parce qu'on va parler de choses qui sont pas hyper drôles. non. L'actualité n'est pas réjouissante. C'est une émission d'habitude où on parle globalement de jeux. Et ben aujourd'hui, on va sortir du terrain parce qu'il s'est passé des trucs qui sont pas très drôles ou peut-être même rassurantes pour certains sujets. On en parlera après. On va démarrer l'émission, on va vous faire le sommaire tout de suite. On va démarrer l'émission avec l'année pourrie du football français, l'année 2020, Annus Horribilis pour le football français. Mediapro, donc le diffuseur de la Ligue 1, qui ferme la Ligue et qui va devoir négocier avec un nouveau diffuseur et qui va surtout gagner beaucoup moins d'argent. Les clubs français en Coupe d'Europe qui ont prouvé qu'ils n'étaient absolument pas au niveau. La crise du Covid en début d'année. Bref, on reviendra sur cette année 2020 absolument pourri du football français, Maxime. Et en deuxième sujet, un petit peu de ballon quand même. Ben, un petit peu de ballon parce que c'est presque peut-être pas le corollaire, mais une des conséquences finalement de cette année pourrie, c'est que bizarrement, on a un début de championnat, on est arrivé au tiers du championnat de France et bah ça se tient. C'est-à-dire que le PSG n'est pas parti loin devant les autres, on n'est pas à 16 points d'avance ou 19 points d'avance comme ça a pu déjà arriver, mais on a en gros 5 équipes qui se tiennent. Peut-être pas dans un mouchoir, mais au moins dans une petite pièce où à portée de fusil, ben, on va se poser la question suivante. Est-ce que cette année, il y a une équipe qui peut déloger le PSG de son trône de champion de France? On y répondra en deuxième partie de l'émission. Et on terminera avec l'engagement des footballeurs français. On l'a vu mardi au Parc des Princes. On l'a vu jeudi avec Antoine Griezmann qui met fin à sa collaboration avec une célèbre marque de portable chinois. On va revenir là-dessus et sur l'engagement des footballeurs français, qu'on a choisi aussi de mettre en avant en troisième partie de cette émission. Maxime, t'es prêt? Je suis prêt. On a quelque chose à faire gagner, Martin, il me semble. Bien sûr. Et tu fais bien de me le rappeler, Bah Maxime. oui, parce que je savais que tu l'avais oublié. Tu fais bien de me le rappeler. FIFA 2021, FIFA 21, c'est à la fois sur Xbox et sur PlayStation 4. Pour gagner ces deux petits bijoux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment partager l'émission sur votre mur Facebook. Parce que vous savez que cette émission, Maxime, on peut la retrouver sur Facebook. On peut la retrouver aussi, les meilleurs extraits en tout cas, sur eurosport.fr pour voir à quel point tu as soigné ta mèche. Hein. Adrien, qui est derrière la caméra, nous a dit tout à l'heure, Maxime, ça sent le petit coup de gel quand on l'a pas Pas vu. du tout. Hein. Quand la caméra était éteinte, il s'est remis Alors, la mèche. Alors je vous conseille, si vous nous écoutez sur le podcast, d'aller sur eurosport.fr ce week-end pour voir la vague. Parce que là, on est carrément sur Paris 2024. Hein. Là c'est Paris 2000... c'est Tahiti, là, les trucs. Tahiti, ouais. C'est Tahiti, C'est le machin. prof de surf. Donc, si vous voulez aller voir la vague de Maxime, allez sur eurosport.fr. Et Maxime, pour nous écouter, où est-ce qu'il faut aller? Alors merci pour Joe la transition, merci pour ça. Vous allez nous écouter évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Acast, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous vous abonnez évidemment et vous mettez 5 étoiles et peut-être même 5 étoiles et demie pour ma petite vague que je n'ai absolument pas refaite aujourd'hui. Oh, je suis dans le rouleau là. Oh, je suis dans le rouleau. Je me suis juste coiffé ce matin. Alors c'est peut-être la différence avec les autres jours, mais au moins, écoute, voilà. Très bien, allez, on va démarrer avec l'année 2020 du football français. On va beaucoup moins rigoler. Hein. Ah ouais, alors si je peux démarrer par quelque chose, pensée sincère à tous les confrères de Mediapro, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'on imagine les moments difficiles qui sont en train de passer. On est de tout cœur avec eux, on peut pas faire plus en ce moment, mais au moins on pense très fort à eux. Tu as raison de le dire, Maxime. Donc on va revenir sur l'année pourrie du football français en 3 temps. Début d'année, la crise du Covid-19 et la Ligue 1 qui est le seul championnat majeur européen à ne pas reprendre les débats. Et là, on a la deuxième et la troisième vague en cette fin d'année avec Mediapro qui cesse. Hein, on l'a appris, c'était une information de l'équipe qui a été confirmée par l'AFP. Mediapro, c'est terminé donc depuis, on ne sait pas hein, quand les dernières journées vont être diffusées. Malgré tout, c'est un fiasco énorme pour le football français parce qu'il va falloir revoir à la baisse les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2.
Et puis on terminera évidemment par ce qui s'est passé aussi cette semaine. 2 qualifiés seulement pour les 16e et les 8e de finale. 8e de finale Ligue des Champions, 16e de finale de Ligue Europa. Un parcours européen catastrophique, un fiasco là encore pour le football français. Bref, Maxime, c'est une année qu'on aimerait oublier. Ouais, et au milieu de tout ça, il y a quand même eu une finale de Ligue des Champions pour le Paris C'est Saint-Germain, vrai et qu'on ça a... paraît tellement loin, et une demi-finale évidemment pour Lyon. Aujourd'hui, ça paraît complètement dingue et complètement éloigné de tout ce qu'on vit depuis ces derniers mois. Alors oui, pour résumer, Mediapro, c'est évidemment je vais pas dire que c'est le crash qu'on imaginait, qu'on attendait, parce qu'à un moment, on s'est dit non, finalement, ça va marcher. C'est un nouveau, un nouvel nouveau, comment acteur. dire, un nouvel acteur dans les droits TV. Bah, pourquoi pas, on peut partir de rien. Et évidemment, il y a eu le Covid qui a rien arrangé. Mais quand tu regardes bien, quand tu prends du recul, tu sais que cette histoire ressemble quand même à un aveu de faiblesse, d'amateurisme du football français. Et j'aime pas utiliser ce mot-là, mais il y a un peu de cupidité là-dedans. C'est-à-dire que, pour faire simple, le football français a un peu entré dans l'ère de la télévision en 84 quand Canal est arrivé, avec des droits TV qui n'en étaient pas vraiment, mais au fur et à mesure, ça a augmenté, ça s'est, on va dire, transformé, ça s'est professionnalisé. Le satellite est arrivé, souvenez-vous TPS, souvenez-vous Orange, etc. Et ça a grossi. Et le football français n'a eu qu'une idée depuis 25 ans, 20 ans, évidemment, c'est d'avoir de plus en plus de revenus pour se mettre aussi dans le sillon et dans le sillage des autres pays européens. Le football français n'avait pas connu de recul encore, puisque ça augmentait toujours. Il y avait toujours une manière de faire augmenter, en faisant entrer un autre acteur, en découpant les droits. Évidemment, si vous faites de la découpe, c'est comme pour un appartement et l'immobilier, vous allez vendre plus cher au total. Et c'était comme ça. Et si bien qu'on était arrivé donc en mai 2018 à une somme record de 1,15 milliard d'euros, ce qui était exceptionnel, ce qui remettait la Ligue 1 dans le sillage. 1,15 milliard d'euros du coup, pas 1 million. Ouais, Ouais. je sais plus, bon, j'ai du mal avec les chiffres, mais donc on était passé de 726 millions à 1,1 milliard 150 millions d'euros, voilà, j'y arrive. Résultat, tout le monde était content, tout le monde se tapait dans le dos. Alors, juste, Maxime, je fais Ouais. une petite parenthèse. Je vais relire des déclarations qui Ouais, ont eu lieu voilà, à exactement. l'époque, et après tu reprendras ton analyse, mais c'est un peu pour illustrer voilà, la confiance qui régnait au sein du football français, surtout le fait que personne ne soupçonnait Mediapro de ce qui s'est passé par la suite. Donc Didier Quillot, à l'époque, président de la LFP, qui disait au moment où Mediapro a raflé les doigts, « Je suis sûr de Mediapro, qui a répondu favorablement à l'ensemble des critères qualitatifs, quantitatifs et solvables définis par l'appel d'offres de la Ligue. Jean-Michel Aulas, c'est un jour béni pour le football français, et Jacques-Henri Hérault, et c'est peut-être là le plus terrible, c'est une leçon pour le football français, c'est une façon pour le football français de rattraper son retard. Non seulement le football français ne va pas rattraper son retard, mais en plus, il va le creuser. Quillot, c'est le DG de la Ligue, excusez-moi, ce n'était pas le président, c'était le DG. Mais voilà dans quel état d'esprit baignait le football français quand Mediapro est arrivé. Et ce qu'on voit là, c'est tout simplement que l'appel d'offres a été fait et qu'ils n'ont regardé qu'une chose dans le cahier des charges, c'est la dernière ligne, la somme, tout simplement. On a donné au plus offrant. Je ne suis pas là pour défendre Canal+, j'en ai pas aucune raison, mais quand vous avez un acteur historique, vous essayez peut-être de faire en sorte que vous connaissez son savoir-faire, donc peut-être essayer de ne pas aller tout simplement au plus offrant, d'autant qu'il y avait déjà des premiers signaux. Souvenez-vous qu'à l'époque, Mediapro s'est positionné sur la Serie A. C'est ça surtout, Maxime. Elle a donné 1 milliard d'euros. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Ligue, elle a reculé parce qu'il n'y avait aucune garantie bancaire. Donc en gros, c'est un peu comme si moi j'arrive, je te dis Martin, je te file 500 000 balles, tu viens avec moi et j'ai pas de garantie. Voilà, mais j'ai pas de garantie. En gros, la Ligue a accepté ce que la Serie A n'avait pas accepté. Elle a juste dit en gros, on va se contenter d'une caution solidaire de l'actionnaire chinois de Mediapro. Donc ça a suffi. On est arrivé à l'automne, à un moment quand ça n'a pas payé, il n'y avait plus rien en face, voilà, tout simplement. Donc le football français n'a vu qu'une chose, l'argent. Évidemment, c'est le nerf de la guerre, on ne sera jamais là pour dire autre chose, mais c'est comme vous, si on vous fait une proposition, si on vous rachète quelque chose, vous allez peut-être essayer de voir s'il n'y a pas un loup dans la bergerie. Là, le problème, c'est que le loup, on le voyait un petit peu venir et il y a des gens qui l'ont dit. Et la Ligue a foncé tout droit parce qu'elle a vu tout simplement le milliard. Il y avait des bonus pour les dirigeants de la Ligue, ça suffit. Et tout le monde est allé droit dans le mur. En fait, il y a une union autour d'un acteur qui, au moins au minimum, aurait dû susciter quelques interrogations. Ce que tu as dit sur les droits de la Serie A, pour moi, ça aurait dû être un signal d'alerte majeur pour la Ligue, pour la LFP. Donc il y a eu l'union autour d'un acteur qui aurait dû susciter une interrogation. Et en début d'année, il y a eu une cacophonie sur un sujet qui aurait dû susciter l'union, à savoir la reprise de la Ligue 1. Donc, sur ces deux dossiers-là,
la Ligue, à chaque fois, a pris le mauvais chemin. Pour moi, ce qu'on a vécu cette année, ça dit tout. Alors après, La Brune a récupéré le bébé, donc voilà, c'est compliqué derrière de l'incriminer, etc. Mais en tout cas, ça dit tout des faiblesses du football français, des limites du football français. Ce qu'on voit aujourd'hui en Coupe d'Europe, oui, il y a une part économique, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est un football qui manque d'idées, qui manque d'inspiration, qui manque de direction surtout. Où est-ce qu'on va? Voilà. Et c'est ce que nous prouve toute cette année 2020. Je vois que Maxime trépigne, donc je te redonne la parole. Non, j'acquiesçais. C'est un football aussi qui vit au-dessus de ses moyens, bien souvent. On l'a vu. Et justement, qui a besoin toujours de plus d'argent pour investir et pour aller au bout de ses idées. Quand il y en a, prenez l'exemple de ce que représentent les droits TV en Ligue 1. En moyenne, en 2018-2019, c'était 36%. Donc plus d'un tiers du budget. Et encore une fois, ça, c'est pas révélateur de l'ensemble des clubs français, parce qu'il y a des clubs, c'est 90%. Le PSG, alors évidemment, le PSG, c'est impressionnant en termes de somme d'argent perdu avec le Covid notamment, mais au fond, le PSG, j'exagère, même s'il a des dépenses qui sont plus supérieures aux autres, il y a le marketing, il y a des accords, il y a plein de choses. Oui, il a moins besoin des droits télé. En tout cas, il a diversifié ses sources de revenus, ce qui n'est pas le cas des autres clubs français. Et il y a des clubs qui, voilà, un club comme Brest, je crois, ça tient autour de 85-90%, si je me trompe. Donc pour eux, c'est une catastrophe absolue. Et c'est pour ça aussi qu'à partir du moment où Mediapro n'a pas réglé ce qu'il devait au football français, il fallait faire des prêts énormes. Et évidemment, le football français s'endette toujours un peu plus. Et si je peux rajouter quelque chose, alors, on est sur une année bizarre, donc les clubs français n'ont pas forcément fait de folie, mais imaginez quand même que ce sont des clubs qui font des budgets sur une année à venir, c'est-à-dire sur des prévisions. Et il n'y a rien de plus fluctuant dans le sport que des prévisions. Vous prévisionnez une troisième place, c'est ridicule dans le sport français, dans le sport même tout court, parce que c'est du sport justement, c'est très difficile. Donc il y a des clubs qui ont fait leur budget aujourd'hui sur quoi? Sur les rentrées d'argent de Mediapro. Les rentrées d'argent de Mediapro, il n'y en aura pas, et ça nous amène à la suite, c'est qu'il y a de fortes chances, c'est une piste en tout cas, que Canal+ récupère le bébé. Canal+, ils vont pas payer ce que Mediapro avait promis, c'est-à-dire que Mediapro c'était 780 millions. Aujourd'hui, Canal+, en gros, selon l'équipe, ce serait 590 millions, plus potentiellement 100 millions de bonus en fonction des abonnements. Donc en gros, c'est une décote gigantesque et il va falloir la fermer cette année avec aussi peu d'argent. Oui, et puis d'autant qu'il y a les salaires à payer, eux, il ne va pas y avoir de décote. Il ne va pas y avoir de décote des salaires, il ne va pas y avoir de décote non plus pour rembourser les transferts, etc. Donc le football français a creusé un trou, continue de creuser et se retrouve dans une situation aujourd'hui pas possible. On parle de faillite, on parle de... Voilà, aujourd'hui, c'est des mots qui ne sont plus tabous. Maintenant, en plus, la Ligue et les clubs français ne sont plus en position de force puisque Mediapro les a mis dans un pétrin pas possible. Canal+ arrive en sauveur, donc va quasiment imposer son prix aujourd'hui Canal+, puisqu'aujourd'hui, la chaîne cryptée est en position de force. Du coup, le football français est plié et poings liés à Canal+, à potentiellement aussi beIN Sport, mais n'est plus en position de force. Parce que, comme tu l'as dit et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, à cause de sa cupidité, comme tu l'as dit tout à l'heure, et ce qui était assez juste, Maxime. La Brune, en tout cas, il a récupéré 100 millions d'euros en solde de tout compte. Ça va aider, mais encore une fois, il y a une décote. Et que tu disais Canal+, en fait, Canal+, c'est en position de force parce qu'ils disent aujourd'hui, nous, on n'a pas prévu ça dans notre budget. Oui, on a répondu à un appel d'offres, on prenait 2 matchs par semaine, c'était très bien. Vous voulez qu'on diffuse? C'est à notre prix. Mais Canal+, pour vous rassurer aussi, Canal+ ne peut pas non plus ne rien donner, entre guillemets, parce que ce serait aussi condamner le football français. En fait, c'est un équilibre très, très fin, une ligne très fine sur laquelle ils sont. Il faut donner suffisamment pour rester dans les clous, mais pas trop non plus, parce que sinon, ce serait trop facile. La Ligue n'a pas voulu de Canal+, parce qu'ils ne donnaient pas autant d'argent que Mediapro. Maintenant, c'est Canal+ qui prend les rênes. Et si on peut faire la transition avec le constat sportif, ça risque de ne rien arranger. Parce que s'il y a moins d'argent, il y a moins d'argent pour payer les joueurs, il y a moins d'argent pour les transferts. Résultat, on est peut-être devant des jours qui ne rigolent pas trop pour le football français. Déjà qu'aujourd'hui, ça rigole pas beaucoup, Maxime. On se marre pas beaucoup. Non, on se marre pas beaucoup parce qu'on va faire un même mini bilan quand même de ce premier tour de Coupe d'Europe, de cette phase de poule, où on se retrouve donc avec 2 représentants des clubs français, à savoir le PSG et Lille. Tous les autres, terminado. Marseille et Rennes, dernier de leur groupe. Nice, dernier de son groupe. Donc c'est une catastrophe derrière Krasnodar, l'Olympiakos, enfin bon bref. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas joli ce qui se passe. Ça donne une vue d'ensemble assez claire du football français, c'est-à-dire qu'il y a Paris, un peu Lyon
et qui sont un peu les... j'allais dire les deux baobabs qui cachent une forêt de bonsaï, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que dès que tu as un nouveau club français qui arrive sur la scène européenne, c'est une catastrophe. Les exploits, les épopées des clubs français depuis quelques années tiennent à Paris, Marseille en Ligue Europa, ok, Lyon et Luis Campos, qui a fait du bon boulot à Monaco et qui fait du bon boulot aujourd'hui à Lille. En dehors de ça, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, je crois que sur cette saison, les clubs français, la France est 10e sur les seuls résultats de cette saison au coefficient UEFA, derrière Israël, derrière l'Autriche, derrière la Belgique. Alors, ça ne dit pas tout, mais ça donne quand même une photographie du moment, en tout cas. Et puis, ouais, vas-y. Et voilà, et on est quand même dans un pays qui, et c'est une statistique chère à Maxime, n'a gagné que 2 Coupes d'Europe dans son histoire. Donc, c'est pas qu'une photographie du moment. Et tout ce qui se passe, tout ça, c'est presque lié en fait. Quand on parle de Mediapro, quand on parle de la crise du Covid, quand on parle de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Coupe d'Europe cette année, bah, tout ça, c'est un petit peu lié en fait. Il y a le Paris Saint-Germain. Voilà, il y a le Paris Saint-Germain qui a réussi à construire quelque chose, qui a réussi à quand même s'imposer sur la scène européenne, qui fait une finale de Ligue des Champions. Mais derrière, quand Lyon n'est pas là, c'est le désert absolu, c'est d'une tristesse phénoménale. On me parle beaucoup d'argent parce que quand j'ai fait quelques tweets, on me dit oui, mais il n'y a pas les moyens. Moi, je suis désolé, mais il y a des clubs comme l'Atalanta Bergame, il y a des clubs comme le FC Séville qui n'ont pas forcément beaucoup plus d'argent que les clubs français, mais qui arrivent avec une philosophie, avec une direction, avec une idée derrière. On peut prendre Leipzig aussi, qui arrive aussi chaque année demi-finaliste l'an dernier et qui arrive à chaque fois à se qualifier. Alors, c'est pas chaque année, mais malgré tout, il y a quand même une cohérence et il y a surtout, un mot important, qui n'existe pas dans le football français, sauf à Paris et Lyon, une continuité. Voilà, une continuité. Les Coupes d'Europe existent depuis 65 ans. Il faut rappeler que le football français n'en a remporté que 2, dont une qui n'existe plus. Donc ça donne un peu l'idée. Quand tu dis les chiffres justement de cette année, mais au fond, c'est les chiffres du football français, les vrais chiffres du football français. J'ai envie de dire, si cette crise sert à quelque chose, j'espère que ça servira à ne plus parler de top 5, de Big 5, de 5e grand championnat. Faut arrêter, c'est une connerie monumentale. C'est faux sportivement. Déjà, on a gagné autant de Coupes d'Europe que la Russie et la Suède. J'ai rien contre la Russie et la Suède, mais eux se prennent sûrement pas pour des immenses pays de football. Pour le reste, économiquement, bah oui, bah là, ça vient de se dégonfler, c'est une certitude. C'est même pas vrai économiquement. Donc, on est juste un championnat moyen, un pays de foot moyen qui a la chance d'avoir une exceptionnelle équipe nationale, tout simplement. Voilà, qui fait le job tous les 2-4 ans. On devrait être fier de ça, de gagner 2 Coupes du Monde, 2 euros. Voilà. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Et il y a le PSG qui, évidemment, a cette chance, entre guillemets, d'être dirigé par des actionnaires qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Mais pour le reste, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'idée. Et c'est ça le plus grave, parce que on n'a pas l'Atalanta de Bergame. Alors, l'Atalanta Bergame n'est pas un club pauvre non plus. Faut pas dire des bêtises. Il y a de l'argent aussi. Il n'y a pas forcément une grande différence. Mais la différence, c'est qu'il y a des idées. Et j'en ai assez, moi, de voir ce football français qui vient jouer des Coupes d'Europe avec une seule idée en tête, c'est-à-dire de montrer ses actifs, de se dire, ah, ce joueur-là, c'est bien, on va pouvoir le revendre cher parce qu'il va se montrer en Coupe d'Europe. C'est ça le but. C'est de reprendre aussi la thune qui tombe au premier tour. Non, c'est ridicule. Avec cet état d'esprit-là, ça ne peut aller nulle part, tout simplement. Il n'y a plus de culture européenne, à part peut-être à Lyon et au Paris Saint-Germain. Elle existe encore à Marseille, mais bon, là, je pense qu'il y avait un problème de niveau. Et le problème, il est là, tout simplement. C'est que on ne joue plus les Coupes d'Europe pour de bonnes raisons. Et l'autre statistique qui m'avait marqué quand elle était tombée, je crois que c'est la dernière journée de Ligue des Champions, non, l'avant-dernière, pardon, c'est que depuis 2017, il n'y a plus un club qui a gagné un match de Ligue des Champions, hormis le PSG et Lyon. Il y en a eu un entre-temps, c'est l'Olympique de Marseille. Vous imaginez 3 ans sans une victoire de vos clubs en Ligue des Champions? C'est ridicule, tout simplement. Ouais, moi j'en veux à Marseille, j'en veux à Rennes, j'en veux à Nice, j'en veux à Bordeaux, j'en veux à Saint-Étienne, j'en veux à Monaco. Ces clubs-là, qui historiquement, et même en termes de budget parfois, doivent porter une seconde voix, en fait, un second souffle à la France quand Paris ou Lyon sont un peu moins bons, comme quand Lyon n'est pas en Coupe d'Europe cette année. Mais ils en sont incapables parce qu'ils empruntent des directions qui changent tous les 6 mois, parce que, comme tu l'as très bien dit, Maxime, leur but, avant de gagner des matchs, c'est de vendre des joueurs. Et on l'a vu encore avec Marseille cette année. On parlait d'actifs, qu'il fallait absolument mettre en vitrine les meilleurs joueurs pour essayer d'en tirer le meilleur prix possible. Et c'est sûr qu'avec cette politique-là, ouais, peut-être que tu remplis tes caisses et encore, ça reste à prouver.
Et surtout, c'est pas comme ça que tu gagnes des Coupes d'Europe. Bref, Maxime, cette année 2020 fut horrible. Heureusement, et ça c'est la seule bonne nouvelle, elle se termine. Ouais. Voilà, elle se termine. Elle se termine péniblement, mais elle se termine quand même. On espère qu'en 2021, Paris et Lille iront le plus loin possible. On espère qu'il y aura un diffuseur aussi qui sera capable de donner un nouvel élan à ce championnat de France. Et on espère surtout qu'il y aura des présidents et des directeurs sportifs et des entraîneurs qui auront l'intelligence de construire un projet sur du long terme et de ne pas voir sur les 6, 8 ou 9 prochains mois. Et plus que jamais, on comptera sur les Bleus pour nous donner le sourire au mois de juillet. Voilà. Voilà. Ça, c'est la seule valeur refuge un peu fiable depuis, on va dire, depuis 2014, on va dire. N'en déplaise aux grincheux. N'en déplaise aux grincheux. On va revenir quand même sur la Ligue 1 parce que dimanche, il y a quand même peut-être le plus gros choc de ce début de saison. On a parlé de Paris et de Lyon qui sont les deux clubs les plus intéressants sur la scène européenne depuis quand même pas mal d'années. Ça tombe bien puisqu'ils se retrouvent dimanche. Donc ce sera en clôture de cette journée de championnat. La question qu'on va se poser, Maxime, Lyon n'est qu'à 2 points du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Marseille, s'il gagne ses 2 matchs en retard, est potentiellement leader de Ligue 1. Bref, Paris n'a pas encore mis tout le monde d'accord alors qu'on a joué un tiers des matchs de la saison. La question qui est légitime aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue strictement arithmétique, est-ce que la concurrence peut titiller le Paris Saint-Germain cette année? Alors, tu l'as dit, d'un point de vue arithmétique, la réponse est oui. Arithmétiquement, c'est possible. Le PSG a 28 points, Lille en a 26, Lyon en a 26 aussi. L'OM est 24 avec 2 matchs en retard. Donc, comme tu l'as dit, l'OM pourrait très bien être premier du championnat avec 30 points, ce qui serait quand même une sacrée surprise au tiers du championnat. Et puis, vous avez Monaco qui commence à trouver son rythme. Donc, d'un point de vue arithmétique, j'ai envie de te dire oui. Je pense malheureusement que dans les faits, la réponse est non, parce que ce début de championnat, il est marqué par des équipes qui ont eu des très bons résultats. Je mets le PSG à côté, sans être totalement convaincante. Il y a eu Lille, qui a été très convaincant à un moment, qui a tendance à un peu marquer le pas. Mais le reste, Marseille, des fois on se dit, tiens, ils sont quand même là les Marseillais, alors que c'est jamais très flashy, mais ça marche bien. Et Lyon, on sait que ça a été des hauts et des bas, même si là on est sur un haut. On est sur une bonne série, et avec une victoire à 3 points, évidemment, quand vous commencez à enchaîner les victoires, ça aide. Moi, je pense que malheureusement, il n'y aura pas tellement de lendemain à tout ça. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a eu quand même un début de saison très compliqué. Rappelez-le, on a parlé de l'année terrible de 2020, mais le Paris Saint-Germain a joué une finale de Ligue des Champions qu'il a perdu, donc ça n'a pas aidé au niveau des tronches, tout simplement. Il y a eu les petites vacances à Ibiza et notamment un début de championnat raté et retardé où le PSG n'était pas prêt, tout simplement, et même psychologiquement, je pense tout simplement. Donc le PSG a été souvent sur la jante et le PSG a souvent couru derrière sa forme ou sa splendeur des automnes précédents, et même en Ligue des Champions où ça n'a pas été évident. Rappelez-vous qu'après la phase aller, il y avait quand même 2 défaites et que c'était quand même assez inquiétant pour le Paris Saint-Germain. Donc là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain semble s'être remis dans le bon sens. Et psychologiquement aussi, c'est important. Ces stars, notamment Mbappé, surtout Neymar, sont vraiment dans le bon mood. Donc ça aide. Moi, je pense que les choses vont revenir dans l'ordre assez rapidement. Mon seul espoir, c'est qu'on ait un championnat qui soit encore disputé, on va dire, courant avril. Voilà. Si on arrive à ça, on sera très content. Mais je vois quand même pas un de ces clients-là gêner le PSG bien longtemps. Ouais, on est d'accord, on est bercé par une certaine illusion pour moi en ce début de saison. Il n'y a qu'à voir les compositions d'équipe du Paris Saint-Germain. Les fois où Neymar et Mbappé ont été alignés tous les deux, c'est très, très, très rare en Ligue 1. Bon, ça dit tout quand même. Sans les deux, tu as quand même un pouvoir, une puissance du PSG qui est forcément divisée par 2, 3 ou 4 quand les stars ne sont pas là. Malgré tout, il y a peut-être 10% de chances que le PSG ne soit pas champion à la fin de l'année. S'ils vont loin en Ligue des Champions, parce que effectivement, ce manque de repos pendant la trêve estivale et le fait qu'ils aient repris très tôt, peut-être qu'ils vont le payer un moment à l'hiver ou quand la Ligue des Champions reprendra. Donc peut-être, et dans ces 10%, moi je mettrais Lyon quand même comme principal candidat derrière, parce que Lyon n'a pas de Coupe d'Europe, contrairement à Lille, parce que Lyon n'a pas eu de Coupe d'Europe aussi en ce début de saison, donc a eu un calendrier a été quand même assez épargné, parce qu'il y a une équipe qui a enfin été trouvée, un coach qui a trouvé une légitimité, on sent qu'il y a enfin l'espace pour s'exprimer, des joueurs qui commencent à être franchement en feu, je pense notamment à Toko Ekambi. Bref, à Lyon, tu as quand même tout qui commence à se mettre un petit peu en place,
Marseille, moi, ça me semble un peu juste. Puis vraiment, pour moi, c'est trop dépendant de 2 joueurs qui sont quand même encore dans le creux de la vague. Oui, Marseille peut être leader virtuel, mais moi, je les vois trop légers en termes d'effectifs, etc. Lille, je pense que sur la longueur aussi, ça risque d'être un peu dur. Voilà, moi, je prends Lyon comme principal outsider. Mais encore une fois, pour moi, il y a 10% de chances que Paris ne soit pas couronné en fin de saison. Donc, ça paraît un peu juste. Et je te rejoins. Pour moi, pour l'instant, ce début de championnat, c'est une grande illusion. Voilà, c'est une grande illusion. Je pense que tout finira malheureusement par rentrer dans l'ordre parce que on aimerait que ça se joue à la 38e journée sur un coup de billard à la dernière minute. Malheureusement, on aimerait retrouver le suspense en fait. Voilà, on aimerait juste retrouver ce petit sel-là. Moi, ça me paraît aussi un petit peu juste, Maxime. Ce qui est drôle, c'est qu'on a des équipes qui sont complètement différentes, comme tu l'as dit. On a le Paris Saint-Germain qui sous-performe en championnat pour l'instant, mais ça devrait repartir. Tout à l'heure, j'ai voulu dire Neymar, j'ai dit Mbappé, mais c'était un lapsus parce que justement, en Ligue 1, Mbappé, c'est tranquille aussi. Donc, à partir du moment où on va avoir Neymar et Mbappé devant, même s'il n'y a pas toujours un plan de jeu très établi au Paris Saint-Germain. Il peut rien arriver. Voilà, c'est ça. Après, le match de dimanche. Ah oui, il est super intéressant parce que justement, voilà. Il arrive à un vraiment bon moment. Pourquoi ? Parce que Lyon est sur le haut de la vague. Exactement. Lyon, c'est totalement, comment dire, difficile à décrypter. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est des changements d'équipe, c'est toujours cyclique. Garcia, ceci, cela. Mais il y a une chose qui est différente aujourd'hui, et c'est lié évidemment au résultat, c'est qu'on a l'impression que le Lyon est serein. On n'entend pas Jean-Michel Aulas. Garcia s'en prend plein la poire, ils sont plutôt tranquilles, donc je pense que la meilleure chose qui leur arrive actuellement, c'est d'être tranquille et de pouvoir travailler dans une relative sérénité. Et la vraie nouveauté aussi pour Lyon, et je te laisserai terminer, c'est qu'aujourd'hui, ils y arrivent face aux petites équipes, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et là, on a l'impression quand même qu'ils arrivent enfin à imposer leur autorité sur Ligue 1. Maintenant, c'est pour ça que c'est intéressant ce match face au Paris Saint-Germain, parce que s'ils accrochent Paris, s'ils battent le PSG, là, il peut commencer à y avoir un vrai match. Et là, en tout cas, on commencera à esquisser le début d'un débat, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir si on a retrouvé ce Lyon qui est très mordant face aux très grosses équipes, et notamment face au Paris Saint-Germain. En les années précédentes avec Genesio, Garcia, même si ce n'était pas très vrai récemment, c'est une équipe qui savait mordre dans les mollets du PSG, et souvent le PSG avait des soucis face aux Lyonnais. Donc c'est aussi ce qu'il faut voir. S'ils arrivent à être bons contre les petits et mordre de nouveau dans les mollets des très gros, ça peut être très intéressant. Après, je reviens aux autres. Alors je disais que là, on a des équipes différentes, oui, parce que Lyon, donc ils sont sur le haut de la vague. Marseille, c'est un peu une énigme. Marseille, c'est l'Aude a une certaine solidité, c'est du 1-0, ça passe souvent ric-rac, mais ça passe. Donc le problème, c'est que j'ai du mal à imaginer que ça puisse tout le temps passer comme ça et tomber du bon côté. Et puis il y a Lille. Je ne sais pas si je garderai toujours. Je pense que je garderai toujours Lille au fond en outsider numéro 1 parce qu'ils ont vraiment montré de belles choses dans le jeu. Voilà. Eux, ça va être lié à la stabilité, même à une situation interne on sait avec Luis Campos et tout ça. Mais j'ai envie de croire que cette équipe de Lille a peut-être un petit coup de mou et que ça va repartir. Et je pense que je mettrai quand même toujours une petite avance à Lille parce que c'est la seule de ces équipes de poursuivants qui ne fait pas le plein actuellement. Ils sont un peu moins bien, mais je pense que ça peut repartir et que ça sera très fort. Ouais, moi, Lille, j'ai peur du parcours en Ligue Europa aussi quand même. Et de ce qui s'est passé aussi de ce début de saison. Ils ont quand même... voilà, je sais pas. J'ose espérer que ça puisse marcher parce que c'est vrai que c'est ceux qui ont été en tout cas les plus consistants dans le jeu depuis le début de saison. Ça, c'est une certitude face à Lyon. Et même par rapport au Paris Saint-Germain. C'est les seuls qui ont montré une vraie continuité depuis le début de saison. Mais Lyon, il y a aussi la force de l'habitude quelque part qui te rattrape. Oui. Et je pense qu'aussi en termes d'effectifs, objectivement, c'est un peu plus talentueux, un peu plus profond aussi du côté de l'Olympique Lyonnais. Et que sur 38 journées, ça comptera à mon avis. Mais voilà. Après, le fait que Lille, hier, ait perdu la première place du groupe, ça va peut-être raccourcir aussi le parcours en Coupe d'Europe. Donc, mais bon, il y aura quand même, en effet, au mois de février, au moins 2 gros matchs de Coupe d'Europe à jouer. Voilà, mais j'ai envie de... Et j'aime... Enfin, c'est un peu comme Monaco, c'est Luis Campos, de toute façon, toujours la même chose. J'aime bien ces équipes qui arrivent, et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des équipes qui ont des idées, qui n'ont pas les plus gros moyens, mais qui tentent quelque chose et qui essayent d'aller au bout de leurs idées. S'il y a une équipe qui pouvait y arriver et si ça pouvait être Lille, ce serait sympa parce que justement, ça montre aussi, pour revenir au début de notre débat, qu'il peut y avoir de bonnes choses dans le football français. C'est pas seulement le prisme de l'argent qui compte. On passe au dernier sujet. Vous l'avez vu sans doute mardi. On a vécu un moment historique du côté du Parc des Princes puisque les débats se sont arrêtés. Les joueurs ont dit stop, en ont eu marre.
On ne va pas revenir sur cette soirée de mardi, tout a été dit, tout a été écrit, mais on assiste quand même à une prise de conscience des footballeurs depuis quelques jours, quelques semaines, des footballeurs français en particulier, Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Antoine Griezmann. Alors il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu ce match mardi PSG-Başakşehir où les joueurs ont rejoint les vestiaires suite aux propos présumés racistes du 4e arbitre à l'encontre de l'entraîneur adjoint du club turc. Les joueurs ont dit stop, les joueurs se sont arrêtés. Il y a eu le communiqué aussi d'Antoine Griezmann que je vais vous lire, qui a mis fin à sa collaboration avec une marque chinoise de téléphone portable, suite aux forts soupçons selon lesquels l'entreprise Huawei aurait contribué au développement d'une alerte ouïghour grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. J'annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société. Il y avait aussi eu les réactions, les tweets indignés de Benjamin Mendy, de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann suite au passage à tabac du producteur de musique. On se souvient de l'affaire révélée par Loopsider. Bref, il y a une prise de conscience générale quand même des footballeurs français. Et on leur a suffisamment reproché de vivre un peu à l'extérieur de cette société, de ne pas s'engager sur des sujets forts, pour aujourd'hui ne pas louer le fait qu'ils s'engagent sans juger finalement leur combat. Déjà le fait qu'ils s'engagent, Maxime, ça montre qu'il y a un certain degré de maturité, de prise de conscience, qui sont en prise aussi avec la société actuelle, ces footballeurs français. Il y a des actes forts et des symboles. Le symbole, mardi, d'avoir quitté le terrain, c'est du jamais vu, tout simplement. Tous les acteurs qui quittent le terrain. Combien de fois on a vu des débordements en Italie notamment ou ailleurs, des cris de singe dans les tribunes, des bananes balancées, des trucs horribles. Le joueur ne quittait jamais, était jamais suivi. Là, mardi, ils resteront à jamais les premiers, tout simplement. Ils l'ont fait, ils sont sortis. Moi, j'ai envie de leur dire, enfin, voilà, fallait le faire, ne serait-ce que pour le symbole et montrer, au fond, ils ont une valeur d'exemple de montrer que c'est possible, on peut le faire. Je rêve du jour déjà où il y aura des supporters à la tribune, qu'il y aura des débordements à la tribune, où ils feront la même chose en disant voilà, basta, on ne joue plus. Voilà. C'est bien d'avoir fait ça. Antoine Griezmann, ce qu'il a fait, alors on va toujours trouver des gens qui vont dire oui, mais bon, Griezmann, il est riche, oui, mais bon, ceci, il a d'autres sponsors, etc. Oui, mais n'empêche, ce qu'il a fait, c'est une forme de courage, tout simplement, de se retirer d'un contrat comme ça, parce que c'est pas une petite marque, tout simplement. Et il a montré une forme d'exemple, parce que ça, c'est aussi un truc rarissime pour le coup, ce qu'il a fait là. C'est-à-dire qu'on peut mettre des tweets, on peut dire, déjà c'est très bien quand on se pose sur des valeurs, mais là, il a quand même pris même un risque financier, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il s'est fermé un marché, il s'est fermé tout le marché asiatique, Antoine Griezmann. Et on sait que les joueurs réfléchissent beaucoup comme ça, ils ont des conseillers tout autour du ventre, qui leur disent attention, il faut peser tous les mots, attention, fais-moi relire ci, fais-moi relire ça. Là, il a pris une prise de position, la prise de position, elle est claire, elle est sans équivoque. Et voilà, là, on touche au portefeuille, donc c'est, j'allais dire d'autant plus courageux, c'est faux, mais c'est quand même, c'est autrement plus symbolique quand même. Ouais, et puis regarde ce qui s'est passé en NBA l'année dernière avec le tweet de Daryl Morey sur Hong Kong. La Chine avait complètement fermé les vannes à la NBA et ça a été une perte financière monumentale. Il y aura une perte financière pour Griezmann, il l'a accepté. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais bon, il a les moyens. N'empêche qu'il l'a fait et tout le monde ne le fait pas. Et je trouve que le symbole est chouette. Et là où je suis assez content finalement, c'est que on est au cœur de l'année de Black Lives Matter. C'est quelque chose qui vient des États-Unis. Moi, des fois, j'aime beaucoup le sport américain, mais je suis souvent à critiquer l'américanisation du sport en France. Finalement, c'est une forme d'américanisation du sport français qu'on a là, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'engagent, qui osent, ils ont une voix qui porte et ils osent dire les choses. Ça a commencé, regardez en Angleterre avec Marcus Rashford, on n'en parle pas beaucoup en France, mais ce que fait Marcus Rashford pour la pauvreté infantile, pour la malnutrition à Manchester et en Angleterre, c'est... je ne sais pas si c'est pas du jamais vu. Et lui, on sent qu'il le fait pour une cause qui est vraiment sincère. Il ne se fait pas de la pub là-dessus. Et donc, on sent quand même quelque chose qui est en train de venir et que le sport est en train enfin d'avoir une conscience, et je dirais plus que le sport, même le football, parce que justement le football c'est toujours le sport dont on caricature souvent, dire oui mais le football c'est des millionnaires, c'est des milliardaires, ils ont de l'argent, ils s'en foutent, ils sont dans leur luxe, et là ils sont en train de montrer, que ce soit Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, qu'il y a une autre façon de faire, ils le font et on peut que s'en réjouir. Oui, parce qu'avant finalement il y avait, dans l'ancienne génération, il y avait Lilian Thuram. Il devait se sentir un petit peu seul sur ces questions-là. Et puis quand tu parles d'américanisation,
c'est peut-être pas un hasard que ça vienne de Griezmann, de Pogba, d'Mbappé, Eh qui oui. sont nourris, qui sont biberonnés au sport américain. Et c'est très poreux, en fait, les frontières entre l'Amérique et ces joueurs-là. On sait qu'il y en a certains qui rêvent de finir leur carrière aux États-Unis. Griezmann, il suit la saison de NFL et de NBA sans doute plus que la saison de Ligue 1. Donc voilà, donc tout ça découle sans doute du mouvement qui vient des États-Unis. Et je te rejoins, Maxime, ça fait du bien de voir des sportifs qui s'engagent, qui mettent leurs valeurs parfois devant des enjeux financiers, quoi. Et puis je me refais l'avocat du diable, je le dis, on va dire à Griezmann, je sais que ça tombera dans quelques jours, il y a des gens qui diront oui, mais là vous êtes associé à telle marque et fait ceci et fait cela. Ouais, mais c'est sûr. Mais comme nous, dans notre comportement quotidien de consommateur, Bien sûr. on achète des choses qui sont pas toujours, qui sont pas toujours produites comme il faudrait, voilà. Mais Et puis n'empêche, Griezmann et Mbappé, c'est quand même les deux stars du oui, football voilà, français. on est Donc quand c'est les même, deux qui ont c'est ça. le plus de coups à prendre. Et c'est les deux. On va leur reprocher tout, de toute façon. On va leur reprocher de ne pas s'engager et de s'engager. Mais malgré tout, c'est les deux dont les voix sont les plus fortes. Allez, avec Pogba, peut-être, ce sont ces trois-là. Et que ça devienne d'eux, ça prouve aussi que si moi je peux le faire, et celui qui est un petit peu en dessous, il peut le faire aussi, parce que c'est moi qui vais tout prendre dans la tronche. Donc voilà, c'est bien que ça vienne d'en haut, en fait. Et les coups, ils viennent aussi parce que, souvenez-vous, quand il y a eu la levée de bouclier justement de ces joueurs-là pour le tabassage en règle du producteur, Gérald Darmanin, le ministre, qui a dit sur RTL de mémoire, je vais lire même parce que sinon ce serait un peu compliqué, lui a eu mal à la France en n'entendant aucune réaction de footballeurs millionnaires au sujet des 98 policiers blessés samedi. En gros, ils avaient dit qu'ils avaient une indignation sélective. C'est un premier coup qu'ils prennent parce que leurs supporters, j'ai envie de dire, si on caricature, c'est pas seulement ceux qui défendent, c'est aussi les policiers ou les autres. Donc je veux dire, s'engager, c'est déjà un premier pas. C'est pas évident. C'est clivant. C'est clivant. Voilà, c'est clivant. Le plus simple. Et tout ce qu'on leur demande, tout ce que leurs conseillers leur demandent, c'est de ne surtout pas être clivant. Et là, j'ai l'impression qu'ils prennent en main un petit peu leur communication et à travers des choses qui leur tiennent vraiment à cœur. C'est courageux. On sort du tweet jour de match où on a fait un bon match, on a pris les 3 points pour des choses comme ça. Voilà, c'est des combats, ils osent être clivants. Courageux. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Tout à fait. Merci Maxime, on va terminer là-dessus. On vous rappelle d'ailleurs que vous avez 2 jeux à gagner, un jeu PS4 et un jeu Xbox FIFA 21. Maxime, je ne les monte pas trop longtemps parce que ça rappelle des mauvais souvenirs à Maxime parce que je lui ai mis des tôles là-dessus. Je le ramassais à la petite cuillère, il pleurait, il allait se réfugier dans la cuisine. Martin, t'es trop fort, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc bon, on a dû arrêter, on a dû arrêter la console avec Maxime. Voilà. Il parle, alors c'est pas l'émission, on n'est pas dans une émission de basketball, mais il parle pas des matchs NBA 2K. Mais là, ce qu'on fait gagner, c'est FIFA, c'est pas NBA 2K. Ah oui, non mais je dis, chacun son truc, chacun sa spécialité. Donc moi, malheureusement, tu vois. Donc malheureusement, voilà. Donc en tout cas, si vous voulez gagner, partagez sur votre mur Facebook. Si vous nous écoutez sur les podcasts, mettez-nous 5 étoiles sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Mettez-nous 5 étoiles, c'est important. Et mettez des petits commentaires, ça nous permet de remonter dans les classements et de toucher un public encore plus nombreux. Si vous fêtez Noël avec votre famille, pas plus de 6, on le rappelle, parlez de nous à vos proches, voilà, avec le masque toujours, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Parlez de nous. Bref, faites grandir la communauté du FC Stream Team. On remercie Adrien derrière les caméras. On remercie Quentin pour les visuels. On remercie Maxime et on vous dit... Et on remercie Martin et on dit merci à la vie. On dit merci à la vie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est beau. La semaine prochaine, ce sera le dernier de l'année, me semble-t-il. Non, il y en a encore deux. Non, il y en a un Noël. Juste avant Noël. Ok, très bien. Ce sera pas avec moi parce que moi, je suis en train de découper la dinde. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Salut.